Bon, a priori, je pense que 90% des personnes qui regardent cette vidéo seront d'accord avec moi si je dis que les impôts, c'est un grand sujet de discorde. Alors, sur plein de camps différents, parce qu'il y en a qui disent qu'ils paient trop d'impôts, au contraire, il y en a qui disent que les riches et les personnes fortunées ne paient pas assez d'impôts, etc., etc. Mais la vraie question, c'est qu'il y a beaucoup de mythes qui tournent et beaucoup de croyances, etc., qui dit que quand on atteint un certain niveau de revenu, quand on est par exemple aisé, quand on est riche, quand on a les bons conseillers autour de soi, même si on est censé payer beaucoup d'impôts, il existe des stratégies, des conseils légaux, on va parler uniquement de stratégies légales ici, pour réduire drastiquement, voire ne payer aucun impôt. Et le but de cette vidéo, c'est répondre à cette question tout simplement. Existe-t-il réellement une réelle marge de manœuvre et existe-t-il des stratégies quand on a les meilleurs conseils autour de soi et qu'on a beaucoup d'argent pour réduire drastiquement, voire ne payer aucun impôt en France? C'est la question à laquelle on va répondre tout de suite. Mais quand on parle d'impôt, forcément, c'est très très large parce que ça peut couvrir plein de choses. Donc on va se placer sous 3 prismes différents pour couvrir tout ce spectre. On va se placer sous le prisme d'abord d'un particulier, la plupart des gens, je suis salarié, je perçois mon salaire, je paie mon impôt sur le revenu, etc. D'un investisseur et d'un entrepreneur, d'une société, etc. Quelqu'un qui a une entreprise. Parce que vous allez voir, c'est très différent les leviers d'optimisation qu'on a selon ces 3 prismes. Rapidement, avant de commencer, si tu me découvres avec cette vidéo, je m'appelle Thomas Mailleul, je suis conseiller en investissement financier, je suis le fondateur du Club Investisseur 3.0 et je suis avant tout un grand passionné d'investissement depuis des années. J'essaye à mon humble échelle de démocratiser ce sujet et avec cette série que tu es en train de regarder, la série Derrière les chiffres, j'essaie de faire des formats un peu plus bruts où je donne tous mes retours d'expérience sur certains sujets par rapport à tout ce que je vois au quotidien, tous les clients qu'on accompagne, les gens que je rencontre, etc., etc. Trêve de bavardage, rentrons directement dans le vif du sujet de cette vidéo en prenant en compte le premier prisme, celui d'un particulier, qui concerne la majorité des gens a priori, qui est donc je suis un salarié, je reçois mon salaire, je suis en CDI, je paie mon impôt sur le revenu, etc. Ici, on comprend que la dimension qu'on se demande ce que l'on peut optimiser ou non, c'est l'impôt sur le revenu. Parce que c'est l'impôt principal auquel la plupart des particuliers font face. Même si c'est une faute de langage quand je dis ça, pourquoi? Parce qu'en France, 40 à 50%, je ne veux pas dire de stats bêtes là comme ça, ne paient pas d'impôt sur le revenu, tout simplement parce qu'il faut un certain revenu imposable minimum pour être éligible à l'impôt sur le revenu. Et aujourd'hui, je crois que c'est la moitié de la population française, si je ne dis pas de bêtises, qui ne paie pas d'impôt sur le revenu. Donc ici, on va parler de ceux qui en paient et en particulier ceux qui sont censés en payer beaucoup. Donc par exemple, des gros cadres d'entreprise ou des banquiers d'affaires, des gens dans la finance, etc., qui vont gagner des 100, 200, 300, 400, 500 000 euros par an, etc. Pour ces gens-là, quelles sont les stratégies et existe-t-il réellement des leviers qui leur permettent de réduire drastiquement l'impôt qu'ils sont censés payer, voire de n'en payer aucun? Donc spoiler alerte directement pour cette catégorie-là, la marge de manœuvre est assez faible. Donc ça déjà, quand on est salarié en CDI, qu'on a un très gros salaire, a priori c'est là qu'on se fait souvent le plus éclater. Quand on est concrètement salarié, on va avoir 3 leviers pour diminuer son impôt. On a ce qu'on appelle les déductions, les réductions et les crédits d'impôt. Déduction d'impôt, c'est quoi? C'est je prends un cadre dans la finance qui gagne 200 000 euros annuels. Pour calculer son revenu imposable, je fais 200 000 euros moins un abattement de 10%, donc moins 10%, ça fait 180 000 euros de revenu imposable, de base, hein, s'il n'opte pas pour le régime au réel, etc., on ne rentre pas dans les détails. Et les déductions d'impôt, c'est tout ce qui lui permet de réduire ce revenu imposable, donc le montant à partir duquel est calculé l'impôt. Dans les déductions d'impôt, une qui est connue et qui peut être un bon levier parfois que nous on met en place, etc., c'est le PER, plan épargne retraite, qui permet d'investir tout en réduisant son impôt. C'est-à-dire que j'investis et tout ce que j'investis, je peux le déduire de mon revenu imposable. Une partie du moins de ce que j'investis. Ce qui peut être un bon levier, mais le PER, il y a plein aussi d'éléments à prendre en compte, comme le fait que je suis refiscalisé à la retraite, etc. Donc il faut bien regarder tout ça. Mais il y a un seuil limite et ça peut être intéressant selon les situations. Ça peut être un bon premier levier, mais la marge de manœuvre reste quand même assez modéré. Ça peut être un bon premier levier, attention, ça peut permettre de réduire son impôt à cette personne, tout en investissant, etc. Il y a un seuil maximum qu'il peut déduire, etc. Donc ça ne va pas non plus faire des miracles. Ensuite, on a les réductions d'impôt. Les réductions d'impôt, c'est tout ce qui va réduire directement le montant d'impôt que l'on paie. Là, par exemple, on a les investissements défiscalisants, type Pinel, qui sont des investissements immobiliers défiscalisants. J'achète un appartement dans certaines conditions et en échange, j'ai une réduction d'impôt. Et après, on a les crédits d'impôt, qui sont en fait des réductions d'impôt, mais que juste si on va dans le négatif,
négatif, c'est-à-dire que par exemple, je suis à moins 300 € d'impôt à la fin, donc a priori, ça va pas arriver à notre ami qu'on a pris un exemple qui est banquier d'affaires. Bah, le solde négatif, carrément, l'État va te le rembourser, va même te payer l'argent. Ici, là-dedans, on a notamment, c'est très connu, tout ce qui est dons aux associations, etc. Pour les particuliers, en réalité, les leviers sont assez faibles. J'ai pas couvert tous les investissements défiscalisants, réduction d'impôt qu'il peut y avoir ici, mais la marge de manœuvre reste assez modérée. On peut faire des choses, mais là, l'exemple que j'ai pris, la personne qui reçoit 200 000 € de salaire annuel, elle ne pourra pas ramener son impôt à zéro. Ça, c'est faux. Quelqu'un qui dit que c'est vrai, c'est qu'il a fait des choses illégales, tout simplement. Mais dans la réalité, on ne pourra pas. Parce que ce qu'il faut comprendre, et ça, c'est un ami, fiscaliste, docteur en fiscalité, qui me l'a dit un jour, tout simplement, la logique, c'est entre un salarié et un entrepreneur, la différence, et on verra que c'est pour ça qu'il y a plus de levier pour les entrepreneurs, c'est qu'un salarié, il reçoit son salaire, ses revenus, il paie l'impôt sur son revenu qui est calculé directement dessus, il a très peu de levier d'optimisation comme on vient de le voir, et ensuite il vit avec ce qui reste. Alors qu'un entrepreneur, une société, elle reçoit son revenu, elle vit, elle dépense tout ce qu'elle a à dépenser, et ensuite elle paie l'impôt uniquement sur ce qui reste. Et c'est ce delta qui fait la différence sur les leviers d'optimisation, comme on le verra par la suite. Donc, pour les particuliers, il existe des leviers qui peuvent permettre effectivement de réduire l'impôt, qui peuvent être parfois intéressants. Je pense au PER, je pense au déficit foncier en immobilier. Je peux vous inviter à creuser ces deux premiers points, mais on ne va pas faire des miracles. Une personne qui gagne un gros revenu et qui paye beaucoup d'impôts, qui a en TMI 45%, on ne va pas lui ramener son impôt à zéro, on ne va pas lui réduire drastiquement ses impôts. Et là où il ne faut pas tomber dans le piège, c'est la carotte fiscale. La carotte fiscale, c'est réellement quand je suis attiré par un investissement uniquement par le gain fiscal que je peux avoir derrière. Et quand on parle de fiscalité pour les particuliers, c'est là où il y a le plus de personnes qui tombent dans le panneau. Par exemple, les investissements Pinel. Sur les dernières années, il y a beaucoup de conseils en gestion de patrimoine qui mettaient en avant les investissements Pinel. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est là où ils prennent le plus de com. Voilà, tout simplement. Raison simple, efficace. Et par contre, un investissement Pinel, c'est quelque chose qui permet d'avoir une réduction d'impôt, a priori, donc de réduire son impôt. Mais j'achète un bien immobilier qui en général est 10 à 20% plus cher que le prix du marché. Et dans les loyers que je vais pouvoir mettre, je vais être encadré en plus par l'État. Donc en général, dans la plupart des Pinel, attention, il y en avait des très bien. Rien n'est tout noir ou tout blanc, mais dans la plupart, c'était souvent, je fais une défiscalisation au prix d'un investissement pas rentable. Et donc ça, c'est jamais une mauvaise chose, parce que la fiscalité peut évoluer dans le temps, on l'a vu et on le voit encore aujourd'hui, et donc ne jamais baser un investissement uniquement sur la fiscalité à l'instant T. Donc ça, c'était la leçon pour les particuliers. Passons sur le deuxième prisme, qui est celui d'un investisseur. Là où ça nous intéressera le plus, forcément, c'est pour les entrepreneurs, parce que la majorité des gens qui sont très riches en France sont au final des entrepreneurs ou des chefs d'entreprise, etc. Donc, le prisme ensuite d'un investisseur. Pour un investisseur, existe-t-il réellement des moyens concrets de réduire drastiquement l'impôt qu'il devrait payer sur ses plus-values en tant qu'investisseur? Parce qu'au final, un investisseur, il a déjà gagné ses revenus, et maintenant, il investit, par exemple en bourse, en immobilier, etc., pour pouvoir faire fructifier cet argent et avoir du gain. Et donc là, quand on parle d'investissement, on parle de l'impôt sur les plus-values, sur les gains qu'on réalise. Donc là, dans ce cas-là, on va avoir plusieurs types d'impôts. Par exemple, pour tout ce qui est financier, on va avoir la flat tax, qui est le 30% de base, qui va s'appliquer sur les gains qu'on réalise notamment en bourse, sur compte titre, sur PEA de base, même si sur PEA, au bout de 5 ans, du coup, on n'est plus imposé à 30, mais à 17,2%. Pareil que ça s'applique sur l'assurance vie, sur les gains en crypto, sur les gains en private equity, sur les dividendes qu'on se verse. Donc ça, c'est tout ce qui est sur le financier. Et après, de l'autre côté, il y a tout ce qui est sur l'immobilier, où là, pareil, on peut avoir des fiscalités sur la plus-value qu'on réalise en immobilier, la fiscalité sur les gains qu'on reçoit de logements qui sont meublés, non meublés, etc. Donc, bref, le paysage de la fiscalité est vaste, mais existe-t-il pour un investisseur des moyens de ne payer aucun impôt sur ses gains? Alors, déjà, si on prend le premier côté du financier, la réponse est non. Quoi qu'il arrive, le jour où vous empochez vos gains, vous paierez de l'impôt sur la plus-value, a priori. Si vous êtes sur compte titre, par exemple, qui est le compte de base pour investir en bourse, vous investissez 1000 €, à la fin de l'année, vos 1000 € ils valent 2000 €. Si vous cliquez sur vendre, là, vous avez fait 1000 € de gains, c'est 1000 € fois 30% de flat tax, 300 € d'impôt. Donc ça, vous n'y échapperez pas. Maintenant, ce qu'on fait souvent dans le financier pour optimiser l'impôt, c'est plutôt qu'on va différer la fiscalité. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on essaie de faire quand on investit? On essaie de créer un effet boule de neige, des intérêts composés. Donc on essaie d'avoir le plus de capital qui tourne pour générer encore plus de capital, encore plus d'intérêts, etc. Donc l'enjeu, dans les placements financiers, c'est pas de réduire forcément l'impôt qu'on va payer, même si on peut le faire, on va le voir avec certaines enveloppes, c'est plutôt de différer au maximum la fiscalité pour qu'on ait le temps de faire cet effet boule de neige. Et là, par exemple, on va avoir des enveloppes capitalisantes, comme le PEA, ou comme l'assurance vie, où tant qu'on ne retire pas l'argent de cette enveloppe, on ne paie pas d'impôt. Et donc ça permet de générer des intérêts. Les intérêts, on les réinvestit automatiquement, on ne paie pas encore d'impôt dessus. Et qui eux-mêmes génèrent des intérêts, on les réinvestit, et on fait un effet boule de neige. Alors le jour où je sortirai mon argent, je paierai de l'impôt. Ça, je ne pourrai pas y échapper. Mais par contre, entre-temps,
le fait d'avoir différé la fiscalité, grâce à cet effet capitalisant, m'aura permis de générer des gros montants à l'intérieur. Et c'est ça qu'on essaie surtout d'exploiter sur le financier. Maintenant, il existe quand même des enveloppes type le PEA, qui au bout de 5 ans permet de réduire la fat tax de 30 à 17,2%. L'assurance vie, qui au bout de 8 ans permet aussi de réduire la fiscalité sur les gains. Donc, on a quand même des leviers de ce type. Mais voilà, ce qu'on essaie en général de faire dans le financier, c'est plutôt différer la fiscalité, mais il n'est pas possible en général, encore une fois en restant dans le légal, d'éviter totalement la fiscalité. Sur le prisme de l'immobilier maintenant. Alors là, sur l'immobilier, il y a réellement des gros leviers d'optimisation. Donc là, pour moi, si j'investis dans l'immobilier et que je ne me suis pas renseigné sur la fiscalité, c'est une erreur, mais fondamentale, fatale, concrètement. Pourquoi? Parce que concrètement, si je fais un bon investissement immobilier, je peux ramener la fiscalité sur les loyers que je perçois sur mes revenus à zéro. Et ça peut passer vraiment du petit au double. Pourquoi? Parce qu'elle peut être très punitive, la fiscalité en immobilier. Si par exemple je suis en location nue, c'est-à-dire que je loue un logement non meublé, je vais être imposé à ma TMI plus 17,2% de prélèvements sociaux. Donc concrètement, si je reçois 1000 euros de loyer par mois et que je suis en TMI 30%, je vais payer 30% plus 17,2%, 47,2% sur les loyers que je perçois. Sachant que j'ai mon crédit à rembourser, taxes foncières, etc. Donc là, la rentabilité, elle est fracassée. Alors que si j'optimise, je peux ramener cet impôt à zéro. Magique. Comment je peux ramener cet impôt à zéro? Si je prends l'exemple le plus connu, qui est peut-être un mot que vous avez déjà entendu, le LMNP, loueur meublé non professionnel. C'est un statut qu'on peut avoir là cette fois dans le cas de la location meublée. Je loue mon bien meublé et j'opte pour le régime au réel. Auquel cas, je peux opter pour ce statut LMNP. Et dans ce statut, je vais toucher mes 1000 euros de loyer par mois. Ensuite, je vais déduire toutes mes charges déductibles de ces 1000 euros imposables. Et je vais pouvoir amortir aussi le bien, on va voir ce que c'est après. Et ensuite, je serai imposé uniquement sur le revenu imposable, sur ce qui reste. Même logique que pour un entrepreneur au final. Et c'est là qu'il y a du levier d'optimisation. Je touche mes 1000 euros de loyer par mois, je déduis le coût des intérêts, charges de copropriété, taxes foncières, gestion, comptable, potentiellement, etc. Ok, là j'ai réduit par exemple de 1000 à 700 euros mon revenu imposable. Je touche 1000 euros, mais je suis imposé que sur 700. Maintenant, je vais pouvoir aussi prendre le prix du bien. Par exemple, j'ai acheté ce bien 300 000 euros. Et je vais pouvoir l'amortir. Dire ce bien, par exemple, je l'amortis sur 20 ans. Alors, c'est qu'une partie du bien et les durées d'amortissement vont différer selon pas mal de choses. Donc, du coup, je fais 300 000 divisé par 20, ce qui va nous faire 15 000 euros. Chaque année, je peux déduire 15 000 euros de mon revenu imposable. Et donc, ramener mon revenu imposable à zéro. Et payer 0 euros d'impôt sur mes loyers. Ça, c'est possible en immobilier. C'est possible avec le LMNP, c'est possible avec le déficit foncier qui est même reportable sur l'impôt sur le revenu en location nue, c'est possible en SCI, en société, en SRL de famille, etc. Maintenant, oui, c'est possible de faire ça en immobilier, mais il y a toujours une contrepartie. En LMNP, par exemple. En LMNP, qui est le statut que je viens de dire, je vais du coup ne pas payer d'impôt sur mes loyers que je perçois en faisant ça, du moins sur une certaine période, parce que je vais amortir mon bien, etc. Mais la conséquence, c'est qu'encore une fois, je diffère une partie de la fiscalité. Parce que les amortissements que je fais, les fameux 15 000 euros que je peux déduire chaque année parce que j'ai déduit du coup une partie de la valeur de mon bien, le jour où je revends le bien, ils seront réintégrés dans la plus-value et seront considérés comme une plus-value. Donc les 15 000 euros chaque année là, que je déduis. Donc à la fin, le jour où je revends mon bien, ça va me faire une plus-value énorme. Et donc je serai imposé dessus lourdement. Maintenant, au bout de 6 ans de détention, j'ai des abattements pour durée de détention. Et donc au bout de 30 ans, je peux être exonéré d'impôt sur la plus-value. Donc, en immobilier, globalement, ça dépend de vos objectifs. Mais si vos objectifs, c'est par exemple dire moi je veux accumuler un gros patrimoine immobilier sans jamais revendre, et donc du coup, ce qui m'importe juste le plus, c'est de ne pas payer d'impôt sur mes loyers, ben vous avez des stratégies pour faire ça. Parce que si vous voulez jamais revendre derrière, vous avez des stratégies pour optimiser ça. Si pareil, vous dites encore mieux, je veux accumuler du patrimoine immobilier sans rien revendre et en plus j'accepte de ne pas percevoir les revenus sur le court terme pour qu'ils soient réinvestis, ben je peux mettre en SCI à l'IS et je peux faire un effet cumulatif. Maintenant, il y a une contrepartie qui est, voilà, si je revends trop tôt, etc., je me fais fracasser sur l'impôt, sur la plus-value. En SCI à l'IS, dès que je veux sortir les fonds, du coup, je paie de l'impôt, etc. A l'inverse, si votre objectif, c'est faire du marchand de biens ou de revendre le bien sous 5 ans, etc., il existe d'autres stratégies pour optimiser spécifiquement l'impôt sur la plus-value. On ne peut pas tout optimiser. En immobilier, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On pouvait à une époque avec le LMNP qui était magique. Bon, il y a eu des réformes depuis. Maintenant, on ne peut plus avoir le beurre et l'argent du beurre. Mais en tout cas, selon vos objectifs, on peut fortement optimiser l'impôt que vous voulez optimiser. Et ça, c'est un premier truc en immobilier qui est important. Deuxième truc, et je le cale dans tout ce qui est investissement, tout ce qui est transmission de succession, on peut fortement l'optimiser aussi en l'anticipant bien.
que ce soit sur l'immobilier ou sur le financier. Donc ça, c'est vrai, on peut fortement l'optimiser si on est bien conseillé, et c'est pour moi celui où il y a le plus de levier, qui effectivement, en étant bien conseillé, vous allez pouvoir réduire drastiquement cet impôt-là. Bien conseillé ou bien informé, hein, pour le coup. Si vous êtes bien informé, pas besoin de forcément du conseil pour ça, mais des fois, quand ça touche à transmission de succession, c'est pas mal aussi d'avoir du conseil pour le juridique et tout ce qui touche derrière. Ok. On a vu le prisme du particulier, de l'investisseur, passons au prisme de l'entrepreneur maintenant. Bon, là c'est ici que c'est le plus intéressant. Pourquoi? Parce que la plupart des personnes qui sont très fortunées, je parle vraiment des gens qui ont des dizaines de millions, voire plus, etc., c'est souvent des entrepreneurs. Parce que quand la plupart des personnes qu'on voit en gestion de fortune, en banque privée, etc., c'est des entrepreneurs qui ont fait fortune via leur boîte, en détenant des actions, etc., etc. Et c'est sur ces personnes-là que souvent il y a débat sur la fiscalité. Pourquoi? On a notamment parlé très récemment de la fiscalité, l'ancien ministre, hein, parce qu'il n'est pas resté bien longtemps, le Cornu, parlait notamment, et, avec le gouvernement, etc., de mettre une taxe financière sur les holdings, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui peuvent optimiser leur fiscalité avec tout ça. Alors, quand on est entrepreneur, je prends une SS basique, Société par Action Simplifiée, qui est la société de base. Effectivement, je perçois mon chiffre d'affaires, je déduis toutes mes charges, et je suis imposé sur le bénéfice. Je suis imposé sur ce bénéfice à 15% jusqu'à 42 500 euros de bénéfice, et 25% au-delà. Ok. Donc du coup, premier endroit où j'ai du levier, c'est effectivement en faisant des charges. Donc du coup, en faisant passer potentiellement mes frais de transport, frais repas, mon matériel informatique, etc. Même si, attention, dès qu'on fait passer des charges qui ne sont pas dans l'intérêt de la société, ça devient un abus de biens sociaux, et auquel cas, vous pouvez avoir un redressement fiscal. Donc là, il n'y a pas de miracle non plus à faire de ce côté-là, mais c'est vrai qu'il y a un premier levier d'optimisation sur ça. Ensuite, vous avez votre bénéfice qui est imposable à l'impôt sur les sociétés, 15% et ensuite 25%. Ça, dans tous les cas, on y passe. Quoi qu'il arrive, quand on est entrepreneur en France, on le paie chaque année. Le bénéfice imposable, on le paie. Pas levier d'optimisation sur ça, si ce n'est déduire des charges. Voilà, déduire le maximum de charges, avoir des genres de crédits, réduction d'impôts sur ça. Mais forcément, c'est qu'au bout d'un moment, on a fait beaucoup de charges. Et donc, du coup, on n'a pas de bénéfice à la fin. Donc, il y a du levier sur ça, mais quoi qu'il arrive, on paie cet impôt à la fin. Maintenant, par exemple, imaginons j'ai fait 100 000 euros de bénéfices. Je simplifie. Du coup, il y a les 15% jusqu'à 42 500, etc. Mais je ne vais pas faire le calcul de tête. 100 000 euros de bénéfices, je paye 25%, on va dire pour simplifier, 20%, allez entre deux, d'impôts. Il me reste 80 000 euros après impôt sur les sociétés. Ces 80 000 euros là, si je veux me les sortir en dividende, je paye 30% de flat tax, en plus du coup de ce que j'ai payé avant. Si je me les versais avant en salaire, en SAS, je paye 82% de charges. En SRL, c'est mieux, je paye 45% de charges. Donc déjà, là où il y a un levier d'optimisation, c'est le choix entre SAS, SRL, etc. Mais dans tous les cas, je paie mes charges. Donc là, déjà, le premier point, un entrepreneur qui est multimillionnaire, etc., etc., c'est faux. S'il veut sortir de l'argent de la société, il paie un moment ou un autre. Maintenant, là où il y a du levier d'optimisation, et ce qui est vrai par rapport à ce que disait par exemple notre ancien ami Le Cornu avec la holding, etc., c'est qu'encore une fois, en tant qu'entrepreneur, tout comme un investisseur, je peux différer la fiscalité. Pourquoi? Parce que si j'en reviens à mon exemple précédent, j'ai mes 80 000 euros de bénéfices après impôt sur les sociétés, je peux me les verser à moi et prendre 30% de flat tax et me faire du coup un peu exploser, ou je peux potentiellement créer une holding au-dessus, du coup une holding qui détient ma société, faire remonter les bénéfices à ma holding avec une fiscalité très légère, grosso modo avec le régime RFI c'est 1,25%, donc quasiment rien, et ce qui me permet de garder l'intégralité au final de mes bénéfices sans avoir payé d'impôts, et dans ma holding de pouvoir l'investir dans d'autres sociétés, dans d'autres projets du coup entrepreneuriaux, dans de l'immobilier dans une SCI pour aller emprunter à la banque et acheter des biens immobiliers, dans du financier, en bourse, en crypto, en private equity, etc. Donc ça me permet de pouvoir garder une grosse partie de mes bénéfices sans passer par la case impôt pour pouvoir l'investir et faire un effet boule de neige. Et donc de différer la fiscalité. Parce que le jour où je retire l'argent de ma holding, je me fais imposer. Ça, c'est un mythe de dire qu'on peut vraiment totalement éviter l'impôt. Quand on reste dans le cadre légal, encore une fois. Mais tant que je reste dans cet écosystème, je peux faire du réinvestissement en différant la fiscalité. Et c'est au final ce que font la plupart des entrepreneurs à succès d'un point de vue financier, qui est du coup un écosystème avec holding, etc., où ils font circuler l'argent dans cet écosystème entre différents projets, différentes sociétés, différents investissements, sans passer par la case flat tax ou autre, et ça leur permet de faire un effet boule de neige à l'intérieur. Et donc grossir en patrimoine. Mais le jour où ils veulent sortir quelque chose, en perso, encore une fois, ils paient de l'impôt. Ça, c'est totalement un mythe de dire qu'on peut l'éviter, et encore une fois, légalement. Parce que si on sort du cadre légal, là, c'est une toute autre histoire et il y a bien évidemment des moyens d'aller réduire aussi ce montant. Donc oui, il y a des leviers d'optimisation en France. Il y a beaucoup de leviers d'optimisation sur la fiscalité.
Est-ce que c'est possible de payer 0 € d'impôts, voire de réduire drastiquement quand on est riche? La réponse est non. Est-ce que c'est possible de fortement optimiser pour vraiment payer beaucoup moins, pour faire des effets capitalisants, de la fiscalité différée, bref, tout ce qu'on va dire? La réponse est oui. Et là, il y a une vraie barrière de connaissance parce que la fiscalité est tellement compliquée en France que entre les initiés et les non-initiés, il y a du coup une barrière qui se crée. Là où je le vois le plus, c'est sur tout ce qui est transmission succession, là où il y a vraiment des gros leviers et la plupart des personnes sont non-initiées à toutes ces choses-là. Maintenant, est-ce que c'est possible d'aller optimiser la fiscalité au point qu'on se retrouve comme à Dubaï ou autre? Pas du tout. Voilà, donc il faut savoir que à Dubaï, donc là, maintenant, ils ont mis l'impôt sur les sociétés, mais c'est vraiment juste pour dire sur le principe d'impôt sur la société, parce qu'il n'y a pas de limite de salaire qu'on peut se verser à Dubaï. Il n'y a pas d'impôt sur le revenu. C'est-à-dire que j'encaisse mon chiffre d'affaires, je peux me verser 50 000 € par mois de salaire et je ne paierai pas d'impôt sur ces 50 000 € par mois. Rien du tout. Et donc, du coup, après, j'ai mon bénéfice imposable où je vais payer 9% d'impôt sur les sociétés a priori. Donc, du coup, là, on voit que la fiscalité est vraiment ultra légère. Et c'est pas possible par des montages par A plus B d'arriver au même résultat en France. Ça, c'est faux. Il faut arrêter de mettre ça en avant. Même les personnes du coup qui ont énormément de moyens et des très bons conseillers, ils peuvent pas faire ça. Les personnes qui arrivent à encore plus optimiser que je viens juste de le dire, c'est parce que du coup elles sont plus ensuite à dimension internationale, elles ont du coup des entreprises de partout, elles sont pas uniquement implémentées en France et donc du coup elles vont avoir potentiellement une holding qui n'est pas en France parce qu'ils ont des intérêts économiques ailleurs, etc. Mais pour un entrepreneur franco-français qui a tous ses intérêts économiques en France et bien en France, s'il fout une holding à l'étranger, dans ce cas-là, ce sera l'évasion fiscale. Ou alors il aura juste la fiscalité française. Et donc il ne pourra pas le faire. Et donc il paiera la même fiscalité que tout le monde. Maintenant, pour une personne qui a des entreprises de partout dans le monde et des intérêts économiques un peu partout à droite à gauche, il pourra faire effectivement des levées d'optimisation selon où il se place, etc. C'est ce que font les grandes entreprises type les GAFAM, etc. qui ont tous leurs sièges en Irlande. Mais quand on est à une échelle du coup entrepreneur classique, etc., le mythe, je peux, si je suis bien conseillé, ne payer aucun impôt, il est faux, je peux différer la fiscalité, mais j'y passe à un moment ou à un autre. J'espère que cette vidéo sur la fiscalité, qui n'est pas le sujet non plus le plus passionnant, vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a un de ces sujets, parce que la fiscalité c'est très large, tout ce que je viens d'aborder, qui vous intéresse en particulier, en commentaire, et je pourrais faire une vidéo complète dessus. Moi j'adore tous ces sujets, donc ce sera avec grand plaisir. Également, si le contenu vous a plu et que vous voulez en découvrir davantage sur l'investissement, la fiscalité, les finances personnelles, tout ce qui touche à l'argent en général, n'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Et je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous.